Merci de choisir Manara TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le comité des représentants permanents de l'Union africaine, COREB, est en mission d'évaluation humanitaire au Tchad. L'objectif de cette mission est de discuter de la mise en œuvre des programmes humanitaires et analyser d'un commun accord les défis et perspectives de la réponse humanitaire. Conduite par l'ambassadeur du Comore auprès de l'Union africaine, la délégation a d'abord tenu à présenter ses condoléances au peuple tchadien après l'attaque terroriste du 27 octobre à Barkaram. Youssouf Mondo Assoumani a aussi rappelé que malgré les défis climatiques, sécuritaires et humanitaires, le Tchad ne cesse d'offrir son hospitalité à la population africaine à la recherche de la sécurité. Cette hospitalité, le comité des représentants permanents a conscience qu'elle a d'incidence sur les ressources nationales destinées au développement. Et pour encourager le Tchad, le COREB a décidé de l'appuyer financièrement avec un don de $200 000, soit 120 millions de francs CFA. Ce don a été acté par la remise d'un chèque symbolique au ministère de l'Action sociale. Le Tchad pourra jouir de son chèque dans les semaines à venir. La ministre de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, Fatimé Boucar Kossé, a remercié au nom du président de la République le comité des représentants permanents de l'Union africaine pour son geste de solidarité. La ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolenouji Alix Nambaye, a effectué une visite de travail au terminal pétrolier de Komekribi 1, situé à Douala au Cameroun. Cette visite s'inscrit dans le cadre de son engagement à évaluer les infrastructures clés de l'industrie pétrolière. Accompagnée du directeur général de CODCO, Jean-Paul Simon Djonou, et de la directrice générale adjointe Hawa Daoussa Déby, la ministre a pour objectif principal d'examiner le fonctionnement du terminal. L'un des points majeurs abordés lors de cette visite est le projet de remplacement des bras d'ancrage. Ces projets visent à moderniser les équipements vieillissants par des systèmes plus performants, conformes aux normes de sécurité actuelles. La ministre a souligné l'importance de cette mise à niveau pour garantir la sécurité et l'efficacité des opérations au terminal. Une visite qui se justifie, qui était vraiment pertinente, parce que c'est vrai que nous gérons les questions, les problématiques, les défis auxquels fait face le terminal à partir de N'Djamena, à partir de CODCO, mais venir toucher du doigt la réalité de ce terminal qui est si stratégique dans notre processus de vente du brut tchadien, ça relevait aujourd'hui de toute sa pertinence. Nous avons pu voir l'état du navire, nous avons pu voir effectivement surtout la question du bras de liaison sur laquelle nous planchons depuis un certain temps au niveau du département et pour lequel aussi CODCO a engagé des réflexions qui sont déjà arrivées à un certain niveau de maturité. Au cours de sa visite, la délégation a eu des échanges techniques fructueux avec les responsables du terminal et les équipes en charge du projet. Ndolenouji Alix Nambaye a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement des équipes locales tout en rappelant l'importance primordiale de cette infrastructure pour la compétitivité du secteur pétrolier national. Cette visite de la ministre témoigne d'un engagement envers le développement et la modernisation de l'industrie pétrolière. En mettant l'accent sur la sécurité et l'efficacité, le gouvernement espère renforcer la position du pays dans le secteur pétrolier régional et international. L'ambassade du Royaume-Uni au Tchad, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et le Programme des Nations Unies pour le développement à PNUD, a organisé une exposition consacrée au financement climatique. L'événement, qui se tient en N'Djamena, rassemble des experts, des organisations internationales et des acteurs du développement pour discuter des solutions financières face aux défis du changement climatique au Tchad. Le représentant du PNUD a mis en lumière la nécessité de renforcer la coopération internationale et de favoriser des partenariats avec le gouvernement. PNUD est prêt à soutenir le gouvernement du Tchad dans la recherche de financement et à faciliter la collaboration avec d'autres partenaires pour réaliser pleinement les engagements climatiques internationaux. L'ouverture officielle de cette exposition a été marquée par l'intervention de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, Fatime Aldjine Garfa. Il est essentiel de reconnaître que le Tchad, en tant que pays vulnérable, est l'un des plus touchés par les impacts du changement climatique.
Nous devons explorer des mécanismes de financement innovants, des partenariats stratégiques et de modèles de financement durables. Des efforts concertés doivent être déployés pour mobiliser les ressources nécessaires afin d'investir dans des projets qui améliorent notre résilience climatique. L'événement a débuté avec un panel de discussion réunissant des experts en la matière. Ils ont abordé des thématiques telles que le financement de l'action climatique au Tchad, le rôle du secteur privé dans la mobilisation des ressources en vue du financement en faveur de l'adaptation et la résilience au changement climatique, le financement sensible au genre et enfin la signification pour le Tchad de la déclaration du COP28 aux Émirats arabes unis. L'une des grandes préoccupations exprimées par les intervenants a été la nécessité d'augmenter le financement pour le climat, en particulier pour les pays vulnérables comme le Tchad. L'ambassadeur du Royaume-Uni, Rose Matthews, a rappelé l'engagement de son pays à soutenir les initiatives africaines en matière de transition écologique et de résilience climatique. La semaine prochaine, il y aura la COP 29. Où le Tchad rejoindra le Royaume-Uni pour un événement parallèle afin d'exposer les difficultés auxquelles il est confronté. Et j'ai toute confiance que l'audience de COP29 va prendre note. Notre ambassade s'est engagée à soutenir le Tchad tout au long de ce processus. L'exposition a permis de découvrir des projets concrets visant à améliorer le climat au Tchad, notamment des initiatives en matière d'agriculture durable, de gestion de l'eau et de prévention des écosystèmes fragiles. Cette sensibilisation des chauffeurs et transporteurs de camions gros porteurs a pour objectif le respect des nouveaux horaires fixés pour la circulation de leurs engins, mettant ainsi en œuvre le communiqué officiel du maire de la commune de la ville de N'Djamena, portant interdiction d'entrer dans toutes les grandes villes et centres urbains en dehors des heures fixées. Ce communiqué entre en vigueur ce 6 novembre 2024 et concerne les gros porteurs, bus et bennes. Passale Lazaki, directeur général de la réglementation des transports et de la protection du patrimoine routier. Le coordinateur général de la plateforme des transformateurs tchadiens, Hissène Mohamed Abdoulaye, a mis l'accent sur le problème d'embouteillage causé par ces camions, ajoutant que 2 sites de stationnement ont été octroyés par la mairie. Ces camions gros porteurs occupent une place non négligeable dans les rues de la capitale N'Djamena, entraînant une augmentation du trafic, causant des accidents de circulation et des pertes en vie humaine. Cette sensibilisation est destinée à faire prendre conscience aux conducteurs. Lancé il y a quelques jours, le projet d'extension du réseau d'eau dans la ville d'Abéché a bien démarré. Ces chantiers visent à faciliter l'accès à l'eau potable pour les habitants. En ajoutant 6 km de nouvelles canalisations, il permettra de renforcer le réseau existant et de mieux répondre aux besoins croissants de la population. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, ainsi que le directeur général de la Société tchadienne des eaux, ont annoncé que les travaux devraient être achevés dans 3 semaines. Dès le début, des instructions claires ont été données pour garantir une exécution rapide et efficace. Sur le terrain, les ouvriers travaillent sans relâche, munis des pioches et des pelles pour creuser les tranchées nécessaires à l'installation des nouvelles canalisations. Le directeur technique de la Société tchadienne des eaux, Djikoloum Djibrine, supervise personnellement le chantier. Avec son équipe, il veille au respect des règles et effectue des contrôles réguliers pour anticiper tout problème. Le directeur technique de la Société tchadienne des eaux, Djikoloum Djibrine, est confiant dans le respect des délais et espère achever le projet dans le temps imparti.
Les travaux vont prendre la vitesse croisière et avancer de sorte à se terminer comme nous le souhaitons dans les délais afin de pouvoir donner de l'eau aux quartiers qui sont en difficulté. Nous sommes optimistes. Le début est certes timide, mais nous continuons de mobiliser pour avoir effectivement la ressource humaine nécessaire sur le terrain pour pouvoir avancer rapidement. Le souhait peut-être de terminer bien avant. Ce projet d'extension fait partie d'un plan global visant à améliorer les infrastructures d'eau potable au Tchad. Il permettra aux habitants d'Abéché de bénéficier d'un meilleur accès à l'eau, contribuant ainsi à leur bien-être et au développement de la ville d'Abéché. Les médicaments stimulants pour la sexualité sont des moyens que certaines personnes utilisent pour améliorer leur performance masculine afin de combler des problèmes courants tels que la dysfonction érectile ou la baisse de la libido. Ces produits sont vendus un peu partout dans les coins et recoins de N'Djamena et qui sont entre autres des produits pharmaceutiques tels que le Viagra, des tramadol appelés communément tramol et le cannabis. Certains se servent de produits traditionnels pour le même objectif. Certaines femmes sont insatiables, ne manquent pas de reprocher publiquement leurs conjoints de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Alors, pour les marquer et éviter d'être humiliés, ces hommes sont contraints d'avaler quelques comprimés aphrodisiaques pour retarder un peu plus l'éjaculation. Il y a certaines femmes qui divorcent parce que leurs maris ne sont pas à mesure de les amener au 7e ciel, car ils souffrent d'une éjaculation précoce. Grâce aux excitants de toute nature qu'ils prennent, ils peuvent satisfaire leurs femmes, mais le jour où ils tentent de faire l'amour à l'état lucide, ils échouent, disent certains. L'homme peut trouver son compte en minutes. L'insatisfaction chez certaines femmes les conduit à faire preuve d'exigences souvent auxquelles les hommes n'arrivent pas à combler. D'où le choix pour beaucoup est de s'adonner à l'usage des produits. Cette pratique n'est pourtant pas sans risque. Les utilisateurs de ces produits ignorent totalement leur provenance. Pourtant, ces pratiques sont néfastes. Les aphrodisiaques peuvent entraîner la mort. Dingamrabe Herbert, infirmier diplômé d'État. Aphrodisiaques pour essayer de faire perdurer ta sexualité ou bien de torturer ta conjointe, cela n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, après, tu auras ce même problème d'érection. D'abord, tu ne pourras même plus te mettre en érection et certainement, il sera un peu difficile aussi de faire les mictions. Les simples mictions, par exemple, quand tu viens pour juste te soulager, tu ne pourras pas. Donc, il s'avère que non. À la fin, on va toujours te poser des sondes à demeure. Et lorsque tu parviens déjà à être sondé à vie, je pense que on va te classer. On va te classer parmi ceux qui ne peuvent plus jouir vraiment de leur sexualité, bien que tu sois jeune. Le sexe n'est plus une question taboue de nos jours et les gens de toutes catégories en parlent dans tous les milieux. Mais il est aussi source de division dans les relations. La consommation de ces substances est déconseillée par des spécialistes de santé publique aux exigences de tempérer leur appétit. Quant aux hommes à vouloir absolument combler les sollicitations de leurs conjoints, ils peuvent y laisser leur vie. « 28 ambassadeurs étrangers se sont réunis aujourd'hui au Kremlin afin de présenter leur lettre de créance au président russe. Il s'agit d'un document officiel qui accrédite l'ambassadeur d'un pays étranger en tant que représentant d'une autorité suprême de ce pays en Russie. La cérémonie se déroule traditionnellement dans la salle d'Alexandre où nous nous trouvons actuellement. Comme le veut la tradition, le président russe prononce un discours consacré à la situation internationale en général et puis caractérise les relations bilatérales entre la Russie et chacun des pays que les nouveaux ambassadeurs représentent. Les pays des nouveaux ambassadeurs sont répartis partout dans le monde, Asie, Afrique, Europe, Amérique du Nord et du Sud. À noter aussi une forte présence des ambassadeurs de la communauté des États indépendants. Les ambassadeurs des pays inamicaux eux aussi étaient de la cérémonie. Japon, Canada, Nouvelle-Zélande, Albanie, mais aussi 8 membres de l'Union européenne. Le président russe n'a pas fait de distinction entre les pays inamicaux dans son appréciation des relations bilatérales avec chacun.
Je ne dévoilerai pas un grand secret en vous disant que les contacts bilatéraux entre nos pays sont réduits, tant au niveau officiel qu'à celui des milieux d'affaires et publics. Les échanges sur d'importantes questions internationales et régionales ont été gelés. Cependant, la Russie a toujours été et reste attachée à la logique de coopération mutuellement bénéfique et ne cherche pas la confrontation. Je veux croire qu'une vision rationnelle et équilibrée de la coopération avec la Russie l'emportera à nouveau. Le président russe l'a souligné, la Russie est prête à coopérer avec tous ceux qui le souhaitent. Exemple d'une coopération mutuellement avantageuse, les BRICS, dont Vladimir Poutine a relevé l'intérêt croissant porté à l'activité de cette organisation, comme ce fut le cas au récent sommet des BRICS au Kazan. Au total, les délégations de 35 pays et de 6 organisations internationales sont venues à Kazan. Cette diversité géographique montre l'intérêt porté aux activités des BRICS et à la coopération entre notre association et des pays aux politiques véritablement indépendantes et souveraines. Chaque pays a sa propre voie de développement, ses propres modèles de croissance économique, une histoire et une culture riches. Autre sujet clé, le conflit en Ukraine. Le président russe a réaffirmé la Russie prête au dialogue, rappelant que c'est Kiev qui a refusé de conclure les négociations avec Moscou et non l'inverse. Vladimir Poutine a profité de la présence de l'ambassadrice israélienne pour rappeler la position russe au sujet du conflit israélo-palestinien. La seule issue est celle de la création de l'État palestinien. Pour ce qui est du continent africain, le président russe se réjouit d'une rencontre entre ministres des Affaires étrangères qui aura lieu dans quelques jours à Sochi. Compte tenu de la présence ici d'un grand groupe d'ambassadeurs africains, je ne peux manquer de remarquer que Sochi accueillera cette semaine le premier forum ministériel du partenariat russo-africain dans le prolongement des décisions prises lors du sommet Russie-Afrique de l'année dernière. Nous supposons que ce forum discutera des plans conjoints de développement ultérieur des relations entre Russie et pays du continent. Nous avons pu nous enquérir auprès de l'ambassadeur du Kenya de l'état des relations bilatérales dont celui-ci nous a vanté le grand potentiel. Il existe un grand potentiel qui doit être constamment renforcé. Il s'agit des relations d'entreprise à entreprise. De plus, les gens ici sont très accueillants. Nous sommes impatients de pouvoir travailler ensemble. Le représentant arménien a également pu répondre à nos questions sur l'état actuel des relations russo-arméniennes. Un sujet brûlant vu les critiques que Yerevan a adressées à l'ETSC. Pourtant, l'ambassadeur arménien ne considère pas qu'il y ait refroidissement entre l'Arménie et la Russie. Il ne s'agit pas de la situation entre la Russie et l'Arménie. Il s'agit de quelque chose de curieux qui se produit en ce moment dans le monde entier, dans l'ensemble de l'humanité. Ces vents vont et viennent, mais en fin de compte, nous tous, nos dirigeants politiques, qui sont responsables de nos nations et de nos gouvernements, trouveront la solution la plus optimiste qui sera mise en œuvre. L'humanité est en effet à la croisée des chemins. Vous pouvez voir, il se passe quelque chose ici, il se passe quelque chose là. Il se passe des choses qui sont absolument étranges et surprenantes pour nous. Et pourtant, les temps sont ainsi. Vous savez, ça passera. Les ambassadeurs des pays inamicaux ne se sont pas fait prier pour partir au plus tôt. Nous avons quand même réussi à interroger l'ambassadrice italienne sur un récent scandale diplomatique. Rappelons les faits. En août dernier, les journalistes italiens ont pénétré de manière illégale sur une partie du territoire de la région de Koursk, contrôlée alors par les combattants ukrainiens, pour faire le reportage. Quelle est la position officielle d'Italie à ce sujet? Regret, approbation, condamnation? Voici un extrait de notre court échange avec Cecilia Piccioni à ce sujet. Vous savez qu'en Italie, les journalistes sont libres de faire leur travail. Oui, mais ils ont violé la loi russe en franchissant la frontière souveraine de la Russie. Ils faisaient leur travail. Malgré la distance qu'ont soigneusement gardé certains ambassadeurs, le président russe a rappelé que les autorités russes étaient disposées à coopérer, pour peu que cette coopération se base sur le droit international et le respect mutuel des intérêts des partenariats étatiques. Vous regardez Manara TV.